Madame, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Madame la préfète, Madame la rectrice, Madame le maire d'Amiens, Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le Président d'Amiens Métropole, Monsieur le Président de l'Université, Mesdames, Messieurs, chers étudiants, Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis très heureux d'être là. Très heureux pour des raisons un peu intimes et personnelles que vous pouvez imaginer. Très heureux parce que ça n'arrive pas si souvent dans le parcours d'un président de la République d'ouvrir des lieux si symboliques et si forts que sont des pôles universitaires comme aujourd'hui, cher Président, qui sont des choix assumés, collectifs, des choix d'avenir. Et donc je voulais simplement dire quelques mots avant de pouvoir échanger avec vous. D'abord pour saluer la qualité de ce projet de rénovation dont on parle à Amiens depuis tant d'années et qui, vous l'avez parfaitement rappelé, est le fruit de l'engagement de la ville, de la métropole, de l'État, du département, de la région, de l'engagement aussi de plusieurs maires successifs, de plusieurs présidents d'universités successifs. Et je sais combien la ministre et le secrétaire d'État se joignent à moi pour féliciter ce collectif de cette réalisation. Alors ce lieu, parce que c'est peut-être en apparence d'abord un lieu, c'est cette transformation au fond pensée par Renzo Piano, cet édifice qui ouvre sur le tissu urbain, c'est la réinvention, vous l'avez à plusieurs reprises évoqué, d'un lieu qui était connoté. Et donc c'est en effet une aventure architecturale, et je veux ici, comme vous l'avez fait, non seulement remercier l'architecte et ses équipes, mais toutes les entreprises qui y ont participé et vous ont permis, pour les étudiants que vous êtes, d'avoir les bibliothèques, les salles de travail, l'amphithéâtre, les cafétérias que j'ai pu croiser, et dont vous pouvez aussi aujourd'hui bénéficier d'avoir ce lieu ouvert. Mais les lieux où l'on vit, où l'on étudie, ont toujours une histoire, et cette histoire dit quelque chose d'eux et ne doit pas être oubliée pour essayer d'y vivre heureux. Et le symbole de ce moment que nous partageons, qui est un moment heureux, ne doit pas nous faire oublier ces traces. D'abord la citadelle, décidée après les invasions et qui rappelait combien Amiens était menacé par les guerres dans cette région, et vous l'avez dit, avec cette histoire militaire, cette place forte ici décidée, qui a fait d'abord de ce lieu un lieu de défense, de protection. Et je dirais que tout au long des siècles, cet endroit n'a presque pas quitté cette vocation. Et il a toujours été un lieu hors des lieux, connoté par le départ dans les guerres et la protection de la ville, marqué par les deux guerres mondiales, en particulier la seconde, et l'épisode de la Résistance dans un moment où la ville était dans cette zone interdite, marqué ensuite par le lendemain des guerres coloniales, là où dans ce lieu où vous étudiez, les harkis ont été accueillis et surtout parqués. Et donc dans des moments de notre histoire où il faut bien le dire, notre République aussi a parfois pris des décisions injustes. Et un lieu qui après avait ensuite été progressivement abandonné. Et je me souviens d'ailleurs de, vous l'avez rappelé, de cet endroit qui séparait Amiens des quartiers dont on avait parfois peur, qui était cette ville qui ne voulait pas regarder plusieurs de ces lieux, et cet endroit était délaissé, abandonné. C'est ensuite devenu un chantier pendant 17 ans. Et ce chantier, il a aussi été marqué par un drame, et je veux avoir une pensée, au moment où je rappelle justement l'histoire du lieu, pour Hector Loubota, qui en 2002 est mort sur ce lieu, au tout début du chantier, dans un accident, et était victime justement de cela. Et sa maman est avec nous aujourd'hui, et je sais que son chagrin est encore là, et je sais que la mémoire de son fils est aussi avec nous. Vraiment. Voilà la mémoire du lieu, l'histoire de ce lieu un peu, même complètement à part, que vous avez investi pour en faire un lieu de savoir,
de culture, un pôle universitaire. Et n'oubliez jamais cela parce que c'est toujours important de savoir où l'on étudie. Et donc, l'aboutissement de cette réhabilitation, de ce projet, c'est évidemment d'abord une bonne nouvelle pour les étudiants de l'Université de Picardie-Jules Verne, bien sûr, pour leurs conditions de travail, mais c'est aussi, je le disais, par ces salles, ces amphithéâtres, la bibliothèque universitaire, la maison de recherche aussi, la maison des langues, la cafétéria, un choix pour développer le site et acter de l'importance des sciences humaines et sociales. Et je suis très heureux de marquer ce moment en particulier pour défendre et reconnaître l'importance de nos sciences humaines et sociales, même si nous avons un instant rendu hommage à des formidables recherches, qu'il s'agisse de la robotique en chirurgie avec le Gréco, ou des batteries et de l'excellence du réseau et en particulier de ce qui est fait à Amiens en la matière. Alors, nous inaugurons ce lieu, ce pôle universitaire, et je suis avec vous dans un moment aussi un peu particulier de notre vie universitaire, de la vie, de la recherche du pays, des questions qu'on peut se poser, de la manière dont on regarde l'avenir. Et de la même manière, cette inauguration, elle ne doit pas occulter les circonstances qui sont les nôtres collectivement au niveau national. Le 8 novembre dernier, Anas Kournif, étudiant à l'université Lyon 2, s'est immolé par le feu devant une antenne du Crous. Et je veux ce soir à nouveau que nous ayons une pensée pour lui, pour sa famille et pour ses proches. Dire aussi que de tels gestes ont toujours leur part d'insondable, leur part d'inexplicable. Les mots laissés expriment quelque chose de la détresse dans laquelle se trouve la personne et plus largement celles et ceux au nom duquel elle s'exprime. Je ne veux pas ici commenter ce qu'a fait cet étudiant. Il y a d'abord une enquête qui est en cours, il y a sa souffrance, celle de sa famille. Mais elle nous rappelle, sans nous le faire découvrir, les difficultés de la vie étudiante, les difficultés auxquelles notre jeunesse est aussi confrontée aujourd'hui quand elle a à étudier, parfois à travailler, quand elle doute de l'avenir et quand elle a à vivre au quotidien des difficultés profondes pour se loger, se chauffer, parfois se nourrir. Et j'y reviendrai. Il y a aussi une jeunesse optimiste qui croit dans l'avenir, qui étudie, veut réussir, s'accroche, qui a des difficultés mais les brave, qui réussit à les surmonter. Il y a une jeunesse qui réussit dans ces transformations du monde. C'est tout cela la jeunesse française. Et en ayant une pensée forte pour ce jeune étudiant, en ayant aussi une volonté affichée pour tous les étudiants et les jeunes qui ont des difficultés, je veux aussi que, collectivement, nous regardions tout ce qui, dans notre pays, fait que notre jeunesse avance, que nous avons de plus en plus de jeunes qui rentrent à l'université chaque année, que c'est une cinquantaine de milliers d'étudiants qui, durant ce mandat, rentreront à l'université en plus de ceux qui y rentraient chaque année. Et donc on a des classes d'âge successives qui accèdent de plus en plus à l'enseignement supérieur, une partie aussi à la recherche, et que je m'exprime devant vous aujourd'hui dans une ville, Amiens, qui sera l'année prochaine la capitale européenne de la jeunesse. Et au fond, pour moi, sans essayer de ne pas voir les difficultés, parfois les drames, mais en étant lucide aussi sur tout ce qui avance et le défi qui est le nôtre. Ce que je voudrais que ce moment symbolise pour nous, c'est au fond un choix profond que notre société a à faire. Un choix dans sa jeunesse et dans son avenir. C'est ça le choix qui est le nôtre. On doit faire des choix dans la vie en société. Il est faux de dire qu'on peut dépenser sur tout sans priorité. Et les premiers sacrifiés sont souvent les plus jeunes parce que ce sont ceux qui sont sans voix. Les premiers sacrifiés sont d'ailleurs les jeunes à venir. Lorsqu'on vous demande de faire de la dette, qu'elle soit d'ailleurs budgétaire ou écologique, les premiers sacrifiés sont les jeunes à venir. C'est toujours ceux qu'on oublie. Le choix résolu, quand on croit dans la nation, quand on croit dans son avenir, c'est le choix de la jeunesse, de la recherche, de notre avenir. C'est celui-ci que je suis venu défendre devant vous par cette inauguration et ce moment partagé. D'abord pour vous dire que
C'est la preuve ici, si je puis dire physique en acte, de ce choix de la nation, des collectivités qui sont ici présentes, d'une communauté aussi enseignante et de recherche, qu'on avance et qu'on a besoin de prendre plus de place et plus d'ambition. Ensuite, c'est de se dire que la plus grande injustice qui frappe un pays, la plus grande, et pour moi elle est plus scandaleuse que les inégalités de revenus, c'est l'inégalité de destin. C'est ce qui fait que dans notre pays aujourd'hui, l'assignation à famille ou l'assignation à origine, elle s'est creusée ces dernières décennies. C'est qu'aujourd'hui dans notre pays, il faut en moyenne 8 générations à un enfant d'ouvrier pour atteindre le milieu de l'échelle sociale. Ça, c'est la pire des inégalités. Et la seule manière de le combattre, c'est l'éducation, le savoir. C'est ce que nous sommes en train de faire avec la scolarisation des 3 ans, l'investissement dans la maternelle, le dédoublement des classes, d'abord dans les zones les plus pauvres dans notre pays, en CPCE1, avec des résultats qui sont déjà vérifiables, la baisse du nombre d'élèves par classe, l'amélioration du travail d'orientation, la réforme qui est en cours de l'université, du lycée, Parcoursup, pour éviter cette casse qu'il y avait jusqu'à présent dans l'université, je pèse bien mes mots, où 60% des élèves ne terminaient pas leur premier cycle. Parce qu'ils n'avaient pas été accompagnés, parce qu'ils n'avaient pas pu bien choisir. C'est le choix qui est fait de continuer à investir dans l'université, et j'y reviendrai à l'instant, d'investir dans l'apprentissage et l'alternance de manière inédite, et d'investir dans la formation et l'apprentissage tout au long de la vie. Place où les universités auront un rôle, et ont d'ores et déjà un rôle central. 15 milliards d'euros seront investis sur cette formation dans les compétences, et vous avez peut-être vu qu'aujourd'hui même, nous avons lancé cette application qui va permettre à chacun d'ailleurs d'être autonome pour choisir ses formations en la matière. Et donc ce choix-là, c'est celui qui est fait depuis 2 ans et demi, assumé, pour essayer de corriger ces inégalités de destin. C'est celui aussi qui va conduire dans les prochains mois à développer de nouveaux campus. Campus connectés, antennes universitaires, antennes de formation, nouveaux centres de formation d'apprentis, y compris dans des villes moyennes qui, jusqu'à présent, ce qui est loin d'être le cas d'Amiens, mais des villes plus petites qui n'avaient quasiment pas eu, ou presque pas, de présence universitaire ou de supérieure. Ça correspond à la démographie de notre pays, ça correspond au choix qui est fait, un plus grand accès vers les études post-baccalauréat. Ça correspond à ce qu'il faut pour qu'une nation réussisse, c'est-à-dire former chacune et chacun, décider d'investir dans les personnes. Alors bien sûr, ce choix, cet investissement dans la jeunesse et l'avenir, c'est aussi celui dans les conditions de vie. On y reviendra sans doute dans notre échange. Se loger, se déplacer, se nourrir, tout simplement subvenir à ses besoins. Beaucoup de choses ont été faites par la ministre, avec les universités, avec les Crous aussi, qui jouent un rôle absolument essentiel. C'est pour ça que c'est absurde quand je vois que des étudiants vont s'attaquer à des Crous comme ils l'ont fait à Caen. Parce que le Crous, c'est un des acteurs essentiels de cette vie universitaire et de l'accompagnement de la vie universitaire. Mais avec la création d'un bail mobilité de 10 mois, l'assouplissement des règles de colocation, la mise en place de la garantie visale qui évite de devoir verser 1 mois de loyer de caution, la construction de logements sur laquelle je trouve qu'on ne va pas assez vite et on va donc relancer les choses parce que je me suis engagé à ce que 60 000 logements étudiants soient construits avec la baisse du coût du permis de conduire, avec aussi le travail de simplification, de rénovation des bourses et les choix qui ont été faits par la ministre encore ces dernières semaines. Nous avançons sur ce chantier. C'est en ce sens que les ministres Frédérique Vidal et Gabriel Attal ont d'ailleurs rencontré les organisations étudiantes après le drame de la semaine dernière et que Frédérique Vidal a annoncé avant-hier une accélération des aides d'urgence et l'extension de la trêve hivernale au logement du Crous. On doit continuer à améliorer les choses de manière très pragmatique, très détaillée pour répondre aux besoins. Mais ce choix est là, il est assumé et continuera d'être fait. Et puis, le dernier point, c'est l'investissement qu'on doit poursuivre en matière de recherche et d'enseignement supérieur. Je parle bien d'investissement, parce qu'on ne peut pas confondre toutes les dépenses. Il y a des dépenses courantes, comme dans un budget, quand on est une famille, et puis il y a de l'investissement. L'investissement, c'est quand on construit l'avenir. Quand on parle de santé et d'éducation, on investit dans la personne, pour qu'elle puisse ensuite faire ses choix. Elle peut réussir, ne pas réussir, elle peut choisir que ce qui est important pour elle est sa vie familiale, la vie associative, une carrière professionnelle, ce sont des choix qui se débattent et qui sont libres. Là où la nation ne fait pas son devoir, c'est quand elle n'investit pas sur ses citoyens pour en faire des femmes et des hommes libres qui pourront faire ensuite ce choix. Et quand je regarde la réalité de notre situation,
Nous avons besoin aujourd'hui, compte tenu de la démographie étudiante, de poursuivre, parfois d'accélérer les choix en matière d'enseignement supérieur. On a besoin aussi d'améliorer ce qu'on appelle pudiquement notre attractivité en matière d'enseignement supérieur. Je vais vous le dire en termes simples, c'est quand on se compare aux voisins, qu'il s'agisse des enseignants ou des chercheurs, on les paye moins que dans beaucoup d'autres pays européens, pour parler dans un français plus simple, et c'est vrai. On a besoin aussi d'acter qu'en matière de recherche, il nous faut réinvestir aussi en changeant les choses, changeant nos règles de fonctionnement, en donnant parfois plus d'autonomie, en ayant une meilleure évaluation de ce que nous sommes en train de faire. Et donc tout ça, c'est le travail qui, depuis des mois, est préparé par la ministre, avec justement les enseignants, les chercheurs, les étudiants. Un très gros travail qui va donner lieu à une loi de programmation en la matière. Le travail va se poursuivre dans les prochaines semaines. J'aurai l'occasion d'y revenir moi-même la semaine prochaine aux 80 ans du CNRS. Et nous ferons les annonces détaillées en début d'année prochaine. Mais je voulais ici, devant vous, en particulier, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont en SHS, vous dire que je serai au rendez-vous et que le gouvernement sera au rendez-vous de ces investissements. Et là aussi, d'une reconstruction en profondeur de notre enseignement supérieur et de notre recherche. C'est ce que nous devons à notre jeunesse, à la cohérence d'un choix pour l'avenir, mais aussi pour bâtir une nation forte. Parce que c'est ce qui permet d'éduquer demain nos jeunes, c'est ce qui permet aussi de construire des choix technologiques, de souveraineté de demain. Et quand je dis technologique, il concerne les sciences dures comme les sciences humaines. Comment bâtir l'intelligence artificielle de demain si les technologies ne sont pas faites en France ou en Europe, si l'éthique n'y est pas pensée en France, et donc si on n'a pas des mathématiciens, si on n'a pas des informaticiens, si on n'a pas des philosophes, si on n'a pas des sociologues qui réfléchissent à ce sujet dans les meilleurs laboratoires, dans les meilleures unités mixtes, dans notre université comme dans nos centres de recherche. Ce que j'ai vu tout à l'heure, je le disais, que ça touche les batteries, qui sont au cœur du défi environnemental qui est aussi le nôtre pour bâtir l'avenir du pays, comme de ce que nous avons vu sur la robotique médicale et donc les grands défis médicaux et de la transformation de la médecine, montrent l'importance de nos universités, de ces unités mixtes et de ces réseaux, parce qu'à chaque fois on a vu la force et le rôle d'une recherche partenariale et en réseau, celle à laquelle nous croyons. Et donc c'est ça ce qui s'annonce dans les prochains mois et ce que nous comptons développer. C'est pour ça que pour moi ce lieu, ce moment partagé avec vous est aussi, si je puis dire, l'inauguration d'un temps nouveau pour mon mandat, mais aussi, je le veux, pour la vie de notre nation. Jules Verne, qui est un écrivain que nous aimons dans notre ville, disait que ce ne sont pas de nouveaux continents qu'il faut à la Terre, ce sont de nouveaux hommes. De nouveaux hommes, c'est vous. Il parlait sur le plan générique, si je puis dire. Et les femmes et les hommes qui sont ici formés, ce sont celles et ceux qui auront à bâtir le pays. C'est pourquoi les universités sont si importantes et c'est pourquoi ce moment, cette ouverture d'un pôle universitaire où depuis plusieurs mois vous avez commencé à travailler est si important. Et vous avez été plusieurs à le dire. Au-delà de tout ce que je viens de rappeler, notre démocratie, nos démocraties vivent des moments chahutés. C'est vous qui aurez à les consolider et à les raffermir, là où parfois certains oublient ce qu'est la démocratie, c'est-à-dire le prix de la liberté, les responsabilités que cela donne, et la force que donne l'accès au savoir libre, la construction de l'individu libre et rationnel, ce qui est le cœur de la République. Et donc pour toutes ces raisons et fort de toutes ces ambitions, je suis très heureux, comme vous l'avez compris, d'être parmi vous, très heureux de pouvoir, à vos côtés, inaugurer ce pôle universitaire, de réinventer un usage à ce lieu, de contribuer ainsi à rouvrir la ville, mais aussi de vous dire ce choix dans la jeunesse et l'avenir, que par ce truchement, nous allons continuer de faire. Merci à vous. Alors je voulais préciser que de loin on vous entend, de près on vous écoute. Le président de la République souhaite un dialogue avec vous, souhaite vous écouter. Donc, nous vous donnons la parole pour poser des questions de préférence moins d'1 minute, mais qui se terminent avec un point d'interrogation. Merci. On va commencer par une dame, si vous voulez. Angèle ?
Bonjour Monsieur le Président, je suis Angèle Lemaire, présidente de la FAEP, la Fédération des associations étudiantes Picard. Je voulais revenir sur quelques chiffres avant de poser ma question. 42% des étudiants affirment renoncer aux soins par manque de moyens. Un étudiant sur 2 est obligé de se salarier. Un étudiant sur 3 est obligé de sauter des repas régulièrement. De façon plus locale, à l'Agorae, notre épicerie sociale et solidaire, l'année dernière, c'était 238 étudiants que nous aidions avec une aide alimentaire. Aujourd'hui, en novembre, on est déjà à 120 bénéficiaires. Donc nous attendons beaucoup plus d'étudiants qui, à la fin de l'année, et ça présume que la rupture est de plus en plus tôt dans l'année. Alors que la précarité existe bel et bien depuis plusieurs années, vous diminuez de 5% les APL pour les étudiants. Le ticket rue augmente de 5 euros, pardon. Le ticket rue augmente de 5 centimes. L'accès au logement est de plus en plus difficile. L'accès aux aides sociales est de plus en plus illisible. Enfin, toujours illisible en tout cas. La jeunesse est l'avenir de notre pays. Comment ? Vous oubliez des choses. J'ai résumé. Non, mais si vous êtes honnête et que vous citez les chiffres, vous devez citer ce qui est en positif. Ah oui, bien sûr. Donc vous avez dit l'APL a été baissée de 5 euros, c'est vrai, mais il y a aussi par exemple le coût de la sécurité sociale étudiante qui a été supprimé de combien d'euros par an ? Oui, bien sûr, ça a été combien ? une grosse somme de 230. Merci. 210. J'avais dit moins d'une minute, c'est possible. Ah, j'ai pas Voilà. fait. Moins Oui, d'une bien minute, sûr. s'il vous plaît. Et bien entendu, il y a S'il des vous plaît, réformes s'il vous plaît. qui sont arrivées ces dernières années et qui ont favorisé. Mais je tiens à parler de la précarité étudiante. Donc voici ma question. La jeunesse est l'avenir de notre pays, et vous l'avez dit. Quelle réponse apporte le gouvernement pour permettre à chaque jeune d'accéder à l'enseignement supérieur et d'évoluer dignement dans son parcours? Et plus localement, quelles mesures seront prises pour permettre un réel accompagnement, un meilleur accompagnement au local? Merci. Monsieur le Président. Non, je me permettais de vous interrompre parce que si vous commencez à dire les faits, il faut être honnête, il faut dire tous les faits. Et donc, je sais les 5 euros d'APL, je le traîne comme un boulet, alors que c'était une décision que le gouvernement a prise dès le premier été, ça ne faisait pas partie de mes engagements. J'assume quand je prends des décisions difficiles sur lesquelles je me suis engagé, qui étaient dans le budget précédemment voté, qu'on n'avait pas repris. Bon, passons, ça a été fait. Mais il faut le mettre au regard de tout ce qui a été fait, des autres mesures sur le logement, comme Logement d'abord et autres, je ferme cette parenthèse, mais surtout ce qui a été fait plus largement pour les étudiants, d'ores et déjà, avant ce que la ministre est en train de préparer avec le secrétaire d'État. Donc en effet, il y avait avant 217 euros par an de sécurité sociale étudiante qui ont été supprimés. Si vous ne le dites pas, ce n'est pas honnête, parce que c'est nettement supérieur à la baisse de 5 euros d'APL qui ont été faits en un coup. Nettement supérieur. Ensuite, à côté de ça, il y a aussi les décisions qui ont été prises sur les mutuelles, qui sont en particulier en cours depuis le 1er novembre dernier, avec la mutuelle à 1 euro, qui est un engagement plus large que j'avais pris, qui permet de compléter le paquet pour les étudiants qui sont plus fragiles. Bon. Donc il y a différentes mesures qui ont été prises, des mesures qui ont été prises aussi sur les bourses, avec un réinvestissement qui a été acté. Je laisserai les ministres d'ailleurs me compléter sur les montants. Et il y a tout un travail qui a commencé, d'abord pour avoir des réponses en urgence, et pour continuer le travail sur les bourses, c'est-à-dire de simplification. On l'a vu encore tout à l'heure avec certains de vos collègues, une des difficultés qu'il y a dans la vie étudiante, c'est les gens dont les parents, par exemple, d'une année sur l'autre gagnent un peu mieux, qui d'un seul coup perdent la bourse, ils étaient en niveau 1 ou 0 bis. Ils se mettent, les parents gagnent 50 euros de plus, ils passent au-dessus du seuil, l'étudiant perd 100 euros par mois. Là, c'est un coût. Et ça, c'est les effets de seuil. C'est toujours pareil quand on met des cases avec. Donc il faut qu'on arrive à mieux individualiser, accompagner. C'est tout le travail qui est en cours. Ensuite, il y a aussi plus d'autonomie qu'on donne aux universités avec des dotations pour la condition de vie étudiante. Et donc la ministre me souffle 140 millions d'euros par an, mais je vais lui donner le micro pour qu'elle me complète plus efficacement. Mais donc, ce travail, il a été enclenché depuis 2 ans pour justement permettre de mieux accompagner les étudiants et baisser le coût des études, en supprimant le coût pour les soins, en plafonnant et en gelant le coût aussi des entrées en L, en M et en D, là où d'habitude ça montait toujours, et en accompagnant. Alors après, la ministre vous dira sur les repas aussi les choses, sur les soins.
Je vous disais qu'on a supprimé le coût de la sécurité sociale étudiante, on a la mutuelle à 1 euro. Après, la difficulté qu'on a souvent aussi, c'est l'accès aux droits et à la connaissance de ces droits par les étudiants. On l'a vu tout à l'heure avec M. le Président sur un autre cas qui concerne votre université où le droit existe pour un accès à une bourse pour la mobilité, et il n'est pas connu. Et beaucoup d'étudiants qui renoncent aux soins, ils renoncent parce qu'ils pensent qu'ils auront un reste à charge nettement supérieur au réel. Et donc là, on a un vrai travail d'information sur lequel, d'ailleurs, la ministre et le secrétaire d'État travaillent pour qu'avec les associations étudiantes, on relaie beaucoup mieux ce qui a été décidé et ce qui est acté. Quand on est étudiant aujourd'hui sur vraiment tous les soins dont on a besoin, on est accompagné, il n'y a rien qui justifie une renonciation aux soins. Il n'y a rien. Donc c'est vraiment à chaque fois, si je puis dire, une peur d'avoir quelque chose à payer, alors même que les dispositifs qui sont en place permettent d'accompagner et justement de limiter, voire totalement annuler le reste à charge selon la situation dans laquelle vous êtes. Après, il y a une autre réponse que je voudrais vous faire avant de laisser la parole à la ministre. C'est ce qui est insupportable pour moi aussi dans la condition de vie étudiante et la précarité que vous avez évoquée, c'était la mauvaise orientation. Je l'évoquais tout à l'heure rapidement. Et d'ailleurs, on l'a vu pour partie dans le drame qui s'est passé à Lyon. C'est des étudiants qui vont faire 2 ans en L, puis ça ne leur plaît pas, qui vont changer, qui vont faire autre. Là, on a un problème. Et là, ça crée de la précarité parce qu'on ne peut pas avoir de la bourse tout le temps, parce que ça crée des situations qui sont difficiles, où on étudie quelque chose qui ne nous plaît pas forcément. Et c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup investi, et j'assume totalement ce choix, parce que je pense qu'il est cohérent et qu'il réduit aussi la précarité, parce qu'il réduit le taux d'échec, et il réduit, si je puis dire, ces moments où les étudiants sont dans un entre-deux. On a investi dans l'orientation. L'orientation dès le lycée, en disant on met 2 profs principaux dans les classes qui sont clés pour mieux accompagner les élèves. On met l'orientation dans chaque conseil de classe pour qu'il y ait un vrai débat et qu'on teste un peu les projets d'orientation des élèves. Est-ce que c'est cohérent? Et il y a tout le dispositif de Parcoursup qui, au-delà de tout ce qu'on pourra toujours améliorer, mais pour la première fois met en place dans notre système éducatif cette passerelle qui était le lycée au supérieur, eh bien quelque chose qui est en cohérence et qui dit si vous voulez accéder à telle étude, voilà les compétences qu'il vous faut et le parcours qu'on vous conseille. Et en gros, vous voulez faire première année de médecine, vous étiez en bac pro, il faut passer par une année où vous allez faire un peu de bio et un peu de maths, sinon vous allez complètement couler. Et vous pouvez faire 3 fois, enfin, c'était pas permis, mais vous pouvez faire 2 fois la première année de médecine, ça ne marchera pas. Et vous serez en effet en situation de précarité parce que vous serez malheureux, vous bosserez beaucoup et vous aurez perdu 2 ans. Et donc, l'orientation, l'accompagnement est clé. Et pourquoi ça réduit la précarité? Ça réduit le temps, entre guillemets, parfois gâché, et ça corrige des inégalités. Parce que qui est bien conseillé dans ces études? Quelqu'un dont la famille a fait des études, quelqu'un qui connaît l'enseignement supérieur. Ceux qui s'orientaient mal et à qui on faisait croire, par des mensonges, après le bac, tout est possible, c'est celles et ceux qui allaient se planter dans des formations qui n'étaient pas faites pour eux. Donc ça aussi, c'est un vrai levier pour réduire la précarité. Sur les autres mesures concrètes, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Donc, effectivement, la question de la précarité, je crois qu'elle ne se résume pas à ce que vous avez évoqué. Elle s'entend de manière beaucoup plus large. Effectivement, cette difficulté aussi à être dans des situations d'échec. La précarité, c'est aussi la solitude, c'est aussi la façon dont on se renferme sur soi. C'est pour ça que les agorae, les épiceries solidaires, tous les lieux de sociabilisation sont aussi importants, notamment pour repérer cette précarité. La réponse que le gouvernement a voulu apporter, c'est une réponse pragmatique et immédiate. Nous avons revalorisé les bourses de un peu plus de 46 millions d'euros cette année, pour la première fois depuis un grand moment. Mais surtout, nous sommes en train de travailler à repenser le système de barème et le système d'attribution de ces bourses pour éviter les effets de seuil, pour prendre en compte la réalité de l'étudiant. Vous pouvez être à 800 km de chez vous, hébergé dans votre famille, vous pouvez être à 50 mètres de chez vous et en rupture avec votre famille. Comment est-ce qu'on gère ça? Donc c'est un travail de fond et c'est évidemment un travail qui prend un petit peu plus de temps. Mais par contre, ce qui est clair, c'est que dès aujourd'hui, dans le budget qui est alloué aux aides d'urgence, il reste chaque année plus de 15 millions d'euros qui ne sont pas utilisés par les étudiants. Et donc, il me semble que la première chose à faire, c'est qu'on soit en capacité collectivement de mobiliser ces aides d'urgence et de venir vraiment en aide aux étudiants qui en ont besoin au moment où ils en ont besoin.
Ça, ce sont des aides d'urgence qui sont gérées par les Crous et qui sont gérées sur des critères sociaux. Mais ce que nous avons fait aussi en parallèle avec la contribution vie étudiante et de campus, et c'est ce qu'évoquait le président tout à l'heure lorsque nous échangions avec des étudiants, c'est donner directement aux universités 140 millions d'euros pour mettre en place leur politique sociale et leur politique de vie étudiante. Qu'est-ce qui va être important à l'université d'Amiens? Qu'est-ce que les étudiants au sein des conseils vont décider de faire de cette contribution vie étudiante et de campus? Et notamment renforcer le S du volet social du FSDIE, qui fait que j'étais encore l'autre jour à l'université Versailles-Saint-Quentin, et la vice-présidente en charge, avec le vice-président étudiant, me disait: nous avons mis en place un système d'urgence, une demande nous est arrivée dimanche, nous sommes mardi, et nous sommes en train de faire un mandat à l'étudiant qui est en situation de précarité. C'est du travail de fond qui a déjà été commencé et qui doit se poursuivre. Et c'est du travail immédiat, une réponse immédiate, parce que quand on est en situation de précarité, on a besoin à la fois d'être écouté, d'être conseillé, d'être informé, et surtout qu'en face de nous, il y ait des gens qui soient très réactifs. Donc voilà des choses très concrètes, la trêve hivernale dans les Crous, des choses très concrètes, construites avec les étudiants dans chacune des universités, avec le fonds de contribution vie étudiante qui a été donné au président d'université et laissé, si je puis dire, à la main de la distribution qui va le mieux par les étudiants élus des conseils. C'est pour ça que c'est aussi très important de participer à la vie de son établissement, les étudiants engagés qu'on doit aussi accompagner et à qui on doit permettre cet engagement. Merci Madame la Ministre. Je prendrai une deuxième question. Si vous permettez, je vais favoriser les filles. Je vous donne la parole, après c'est à vous. D'accord? Et après, ouais. 1, 2, 3. OK? Moins d'1 minute, oui. Vous? Ensuite. Et présentez-vous, j'ai oublié de le dire. Alors, je suis en deuxième année d'études de langue littérature. Pardon? Votre nom et... Je m'appelle Léo Fontaine. Je suis en deuxième année de littérature, de langue et de culture étrangère. Et je me destine depuis plusieurs années maintenant à l'enseignement. La question qui est la mienne aujourd'hui, c'est que depuis le début de l'année 2018, enfin au cours de l'année 2018-2019, 58 membres du personnel de l'éducation nationale ont mis fin à leur jour. 11 depuis le début de cette rentrée. Donc ce que j'aimerais savoir, c'est si vous comptez, pour le reste de votre mandat, changer, essayer d'améliorer le quotidien et l'environnement dans lequel les enseignants travaillent. Voilà. Merci. Oui. Alors moi c'est Yamina Abdat, également étudiante en deuxième année de langue civilisation étrangère. Et moi j'avais une question pour rebondir à ce qu'a dit Angèle Lemaire. Là je vais parler en tant qu'étudiante et pas en tant que présidente d'association ni de membre de syndicat. Il y a beaucoup d'inégalités entre les étudiants, ça vous le savez, on essaye tous les jours de le combattre. Mais vous parliez de choix et beaucoup d'étudiants aujourd'hui font des choix. Donc moi par exemple j'ai fait le choix de laisser un peu de côté mes études pour travailler parce qu'il faut vivre. Donc je me retrouve avec un emploi à temps plein et je ne suis pas la seule. Et on a très peu de possibilités autres que de travailler à temps plein si on veut un véritable travail. Et je voulais savoir, est-ce que vous pensiez mettre en place, par exemple, des jobs étudiants? On a été reçu par Monsieur Monetti ce matin et on aimerait bien savoir concrètement les mesures qui allaient être mises en place pour les étudiants salariés. Merci. Vous? Monsieur le Président, bonjour. Je m'appelle Jade, je suis étudiante en deuxième année de langue également. Et je voudrais revenir sur les bourses et sur le budget qui a été alloué. Je trouve ça très bien. Sur revoir également aussi les seuils et les échelons. Mais est-ce que vous pensez refaire ce changement pour les seuils, les échelons pour ceux qui sont déjà boursiers, ou augmenter également le nombre de boursiers, car
d'après les chiffres que j'ai vus, le nombre de boursiers n'a pas réellement bougé. Et est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une augmentation de boursiers? Merci, je prendrai une quatrième parce que je lui ai refusé tout à l'heure. Désolé. Présentez-vous. Pardon. Bonjour, je m'appelle Julie Rohr, je suis étudiante en langue en 2e année. Je suis ravie de pouvoir... En fait, on les a choisis, en fait. C'est pas vrai. Je suis ravie de pouvoir m'adresser à vous. Et en fait, ma question, moi, repose sur l'image, du moins le prestige de notre université, parce que je trouve qu'il joue un rôle super important dans le cadre de nos futurs projets professionnels, dans le sens où Amiens n'est pas forcément considérée comme l'une des meilleures, du moins si on peut mettre un terme à meilleure. Enfin, voilà. J'espère que vous me comprenez. Et en fait, je ne comprends pas ce statut parce que ça peut nous empêcher, par exemple, à aboutir sur des masters dans certaines universités qui pourront nous refuser en fonction de l'université où on a pu étudier. Voilà. Merci. Alors, sur ce que vous avez dit d'abord, Amiens est une université qui se porte bien. L'université Picardie-Jules Verne, elle le montre, il y a des filières d'excellence, on l'a vu tout à l'heure, en recherche, c'est la recherche la plus aboutie, elle couvre toutes les disciplines et elle fait du LMD, donc il n'y a pas de raison d'avoir, si je puis dire, un complexe. Parfois on a un complexe amiénois, Madame le maire est partie parce qu'elle doit m'accueillir, je sais, je connais, j'ai vécu. On dit toujours, on est entre Lille et Paris. Bon, d'accord, mais il n'y a pas de complexe à avoir. Donc, là, si je puis dire, et c'est un peu une remarque, je commence par votre question pour faire collectivement la chose, c'est une remarque collective. Moi, je ne peux pas vous dire, je crois dans l'avenir, et vous avoir un discours vachement déprimé. Non, mais l'image, il y a un côté autoréalisateur. Et je parle dans notre société plus généralement. On a l'impression, si on s'écoute collectivement, si on branche la radio, qu'on allume la télé, que tout est terrible. Enfin, on parle de conditions étudiantes, comparons la France aux autres pays. On se rend plus compte. On se rend plus compte. En termes de taux d'accès à l'enseignement supérieur et d'accompagnement. Non mais, c'est jamais assez bien. Je l'ai dit, moi j'y crois, je veux me battre. Mais je veux juste qu'on prenne 2 pas de recul. Le positif, la bonne perception d'une université, plus largement d'un pays, on est les premiers à le faire. Les premiers. Je ne suis pas en train d'essayer de faire de la théorie de l'autoréalisation dans l'autre sens, mais n'en faites pas dans le sens négatif, collectivement. Et en ce moment, notre pays, je trouve, est trop négatif sur lui-même, dans les commentaires qu'on a en permanence. On a des difficultés, on les affronte. Est-ce qu'elles sont impossibles à affronter? Pas du tout. Est-ce que les choses vont moins bien qu'il y a 20 ans dans tous les sujets? Faux. Simplement, on a des difficultés qui sont liées à des vrais défis, sur le supérieur par exemple, qui est, comme je le disais, il y a plus d'étudiants, il y a une pression démographique, parce que la génération 2000, elle est plus nombreuse que celle d'avant, donc il y a eu un moment de la pression sur l'école primaire, ensuite sur le collège, le président du département C, après c'est le lycée, maintenant c'est sur le sup. Bon, il faut investir. On a des problèmes sur la recherche dans le sens où on n'a pas assez investi, mais en même temps on a des tas d'atouts. Donc ça, je le disais de manière un peu générique, il faut quand même être positif et regarder les choses, c'est le meilleur moyen d'avancer. Sur votre université, là aussi, et la possibilité d'évoluer dans d'autres universités, il y a parfois ce biais, il existe en M, il existe après dans la carrière universitaire. Il y a plusieurs universitaires dans cette salle, ils le savent. On connaît les biais et les problèmes de sélection. Je me suis engagé d'ailleurs dans ma campagne à les combattre, parce qu'on sait qu'il y a des cloisons qui sont mises entre des catégories d'universités aujourd'hui trop souvent. Et donc ça, typiquement dans la loi de programmation, qu'il s'agisse des parcours des étudiants, comme ensuite des enseignants-chercheurs, c'est quelque chose qu'on veut justement rendre beaucoup plus fluide, mais surtout transparent et homogène. Homogène. Ça passe par une évaluation qui est beaucoup plus partagée et qui n'est pas la réputation. Voilà, donc ça je voulais vous rassurer sur ce point. La ministre pourra me compléter si elle le souhaite, comme sur les autres sujets que je vais maintenant reprendre. Léo, sur ce que vous avez évoqué, c'est bien évidemment un drame. Là aussi, je ne veux pas voir que ça, mais il y a des difficultés qui sont liées à des conditions d'exercice de la profession qui sont très dures dans certains endroits, à des difficultés en particulier, on en a beaucoup parlé pour la fonction de directeur, quand on a eu cette directrice d'école, et d'encadrement, où il faut parfois cumuler les fonctions éducatives et d'encadrant. Alors, je ne pense pas que ce soit une fatalité, bien au contraire. Comment on y répond? On y répond d'abord en améliorant les conditions de travail, c'est-à-dire en repermettant aux enseignants d'enseigner.
dans de bonnes conditions. Et ça, c'est quoi? C'est le choix qu'on a fait de réduire le nombre d'élèves par classe. C'est la première des batailles. Quand vous êtes dans un quartier difficile, je vais vous faire la chronique. Si vous avez 25 ou 30 élèves en CP, c'est pas vrai que vous arrivez à leur faire apprendre à lire, quand les parents n'ont pas aidé ou autre. Et donc, ce qu'on avait dans les quartiers qui étaient les plus durs de la République, là où on a le stress, vous aviez 25 élèves par CP, CE1. Bilan des courses, vous arriviez en CM2, la moyenne française, c'est qu'il y avait 20% des élèves qui ne savaient pas bien lire, écrire, compter. Ce qui veut dire que dans les quartiers difficiles, on arrivait à 60-70%. Vous êtes donc maître des écoles en CM2, dans un quartier difficile, vous avez plus de la moitié de la classe qui ne maîtrise pas les savoirs. Comment vous voulez enseigner? C'est un cauchemar. Vous vivez un cauchemar et vous vous sentez en échec. Parce que quand vous êtes un enseignant qui est consciencieux, ce que sont nos enseignants, vous vivez l'échec. L'enfant arrive au collège. Pareil. Et donc, on a rendu tout le monde malheureux en n'y mettant pas les moyens. Donc la première réponse qu'on a fait, c'est de réduire le nombre d'élèves par classe. Les 12 élèves par classe en CP-CE1 dans ces zones les plus difficiles, et on a les premiers résultats. Et ensuite de dire, on plafonne à 24. Non, et puis progressivement, on va continuer. Et donc ça, c'est pour moi la première réponse, c'est permettre de mieux travailler en ayant moins d'élèves. Et plus on le fait tôt, ce qu'on a fait, plus on aura les bénéfices, si je puis dire, mais ils vont venir d'année après année. Et là, quelqu'un qui enseigne en seconde, il a la génération qui a été formée comme avant. Deuxième sujet, c'est le sujet de nos enseignants qui acceptent des fonctions d'encadrement. Et là, c'est vrai qu'en particulier dans l'école primaire, mais il y a des difficultés à tous les niveaux, que le ministre a commencé à travailler avec les professeurs des écoles, les enseignants, les directeurs et d'ailleurs l'ensemble des syndicats, c'est de pouvoir prendre en compte ces fonctions et d'en être un peu déchargé, d'être mieux aidé, reconnu dans ces fonctions. Ça, on est en train d'y travailler et de l'améliorer. Et ces deux choses-là combinées, elles permettent, vous savez, de faire la base de tout, c'est-à-dire redonner du sens au métier. Qu'est-ce que c'est que le métier d'apprendre ? Qui est de passer du temps qualitatif avec les élèves pour leur permettre d'évoluer, d'accéder à des acquis et de se construire. Ensuite, il y a le sujet de la rémunération, qui est un sujet qui a été ouvert et que de toute façon, la réforme des retraites qu'on est en train de mener nous conduit à rouvrir. Parce qu'aujourd'hui, si je regarde les choses en toute franchise avec vous, notre système pour les enseignants, c'est d'ailleurs vrai aussi pour les enseignants-chercheurs et pour le SUP, on paye moins bien que beaucoup de nos voisins. Pour certaines catégories, il y a plus de vacances que chez les voisins. Et on a une carrière qui est beaucoup plus écrasée. Et les règles de calcul de la retraite, comme c'est sur les 6 derniers mois de carrière, font qu'on accélérait à la fin. Et on avait un taux de remplacement qui était un peu meilleur. Plus des structures après de primes, je ne rentre pas dans le détail. Les primes étant plutôt moins bonnes d'ailleurs pour les autres catégories A, pour les profs. Et donc, ce qui veut dire qu'en moyenne, quand ils se comparaient aux autres fonctionnaires ou salariés, la retraite était plutôt meilleure. C'est un choix que ne veulent plus faire les gens. Vous, si je vous dis, rassurez-vous, vous allez être mal payé toute votre vie, mais votre taux de remplacement à la retraite sera bien meilleur que quelqu'un qui sera... Vous allez me dire, lui, il a tout compris. Donc c'est ça qu'on est en train de changer. On le change pour une génération, c'est pas comme ça, parce que l'éducation nationale, c'est 1 million de fonctionnaires, pour que vous ayez une idée. Voilà. Donc voilà, quelques-unes des réponses, mais c'est le quotidien, c'est plus de qualité, plus de sens, et puis aussi la transformation du métier qui va aller avec une transformation de sa rémunération. Ensuite, vous m'avez, sur les jobs étudiants, la ministre d'ailleurs va vous parler, parce que ça fait partie des sujets, la ministre et le secrétaire d'État qui sont en train de regarder. Alors vous avez parfaitement raison, ce sujet il n'est pas nouveau, malheureusement. Alors, ça ne correspond pas à votre filière, et ça dépend des filières, quoique. Il y a une partie de la réponse qui peut se faire quand même dans le développement de l'apprentissage en sup. Je le dis parce qu'une bonne manière de gagner un peu sa vie et de le faire dans un cadre universitaire choisi, et d'ailleurs de mieux préparer son insertion dans la vie active, c'est l'apprentissage. Et nous sommes dans un pays où on a tenu l'apprentissage en dehors, en quelque sorte, de l'académique. On a fait une summa divisio, en disant il y a ceux qui accèdent au savoir, etc., puis il y a ceux qui ont accédé à la vie professionnelle. Ce qui est une erreur. Regardez les Allemands, ça marche très très bien. Ça marche mieux que nous sur ça. Ça permet d'avoir des étudiants qui s'insèrent mieux dans la vie active et ça permet d'avoir des rémunérations aussi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on crée. Moi, je crois beaucoup au développement de l'apprentissage à l'université parce que ça valorise l'apprentissage et que ça permet de répondre à ce problème. Ensuite, il y a la question de la compatibilité des temps et pour les examens. Et ça, c'est un sujet qui a commencé à être ouvert avec les organisations étudiantes et sur lesquelles il y a eu des premières avancées avec la ministre et je les laisserai répondre.
je crois... Non, après, il y avait une question d'une autre deuxième année. C'était vous? Alors, oui, par définition, comme ils sont en train de bouger, de lisser ce qu'on appelle les seuils, ça va bouger le nombre de boursiers. Et donc, en fait, l'objectif qu'on a, c'est d'éviter qu'on passe de 0 à 0 bis, par exemple, en un seuil. Donc, on va devoir progressivement, peut-être qu'il y en a qui vont, ça va se réduire un tout petit peu, mais ça va être plus progressif. Donc, l'un des résultats de cette réforme, c'est mécaniquement, moi, je n'ai pas les simulations, si le ministre et le secrétaire d'Étalon, ils pourront peut-être vous dire des choses, mais la négociation est en cours. La concertation, en tout cas, est en cours. Mais il y en aura du coup un peu plus. Est-ce que le problème est une question de nombre? Je ne crois pas. Pas seulement, en tout cas. C'est une question de bien répondre à des cas particuliers au plus près du terrain. C'est ce que disait la ministre tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut donner davantage de moyens aux présidents d'université pour ajuster les choses. Et nous, il ne faut pas qu'on ait des règles aveugles avec un effet de seuil où on passe de 0 à quelque chose. Voilà. Donc c'est dans ces ajustements, donc il y aura sans doute un peu plus de boursiers, il y aura surtout des règles plus intelligentes et plus près du terrain. Par rapport à ce que j'ai dit, est-ce que vous voulez me compléter ou ajouter des choses? Merci. Oui, vas-y. Juste sur la question des emplois étudiants, en fait, moi je suis... Alors d'abord, il faut faire attention avec les chiffres qu'on entend toujours et en permanence. C'est pas vous qui les avez donnés. Mais quand on compte en fait le nombre d'étudiants salariés, on compte les apprentis. Donc bon, c'est évidemment toujours très compliqué de parler d'étudiants salariés. Mais maintenant, ce qui est sûr, c'est que moi, je milite et nous y travaillons avec l'ensemble des présidents d'université pour avoir des jobs étudiants dans les universités. Je crois que si on avait un job corner comme on peut avoir dans certaines universités, où en fonction des semaines, on voit qu'on a 3 heures, on permet à des étudiants de maintenir des bibliothèques universitaires ouvertes le week-end ou le soir. En même temps, ils sont au calme, ils peuvent travailler, ils vérifient juste que les choses se passent bien. Alors évidemment, pas dans le sens dans le sens documentation, mais dans le sens espace de travail ouvert. Ça fait partie des choses sur lesquelles on est en train d'avancer. Et voilà, je crois que tout le monde y est très favorable, et y compris les présidents d'université. Sur la question des boursiers, c'est 740 000 boursiers, c'est à peu près 40% en moyenne, 37% je crois d'étudiants dans le supérieur qui sont boursiers. Mais une fois de plus, je pense que ce qui est dramatique, c'est l'effet escalier, l'effet de seuil. Et ce qui est dramatique, c'est quand on regarde où vont les aides, on a une courbe en U en fait. Et la difficulté, c'est les classes moyennes qui finalement sont juste un peu trop riches pour bénéficier des aides, et néanmoins pour qui c'est compliqué d'envoyer ses enfants à l'université. Dernière chose, soyez toujours hyper fiers de votre université. C'est extrêmement important. C'est vous qui en ferez aussi la réputation. Et moi, quand j'entends dire, quand on est en licence à l'université d'Amiens, on ne peut pas accéder à des masters dans d'autres universités. D'abord, je vous dis que c'est faux, en réalité. Et ensuite, je pense qu'il faut que vous portiez très fort et très haut les couleurs de votre université. On peut finir ministre de l'enseignement supérieur en ayant étudié dans l'université la plus au sud et à l'est de toute la France. Il faut que je vérifie par rapport à Corté, mais enfin, Nice, à mon avis, c'est quand même bien au sud et bien à l'est. Merci. Il y a une séquence chroma où les gens attendent depuis 18 heures. Si vous ne voulez pas que ces gens-là nous jettent un sort, je prendrai 4 questions. Ce sera les dernières. Pas les L2, LOA, on a compris. S'il vous plaît. Attendez, je vais prendre... Allez-y. Là, s'il vous plaît. Attendez qu'on vous donne le micro et vous présentez. Plus fort. Bonsoir à vous, donc je suis Gauthier Dreuil, je suis un enseignant stagiaire donc en M2 en sciences physiques. Donc vous avez parlé justement des soucis que les enseignants ont, vous avez parlé des salaires et tout ça. J'ai l'impression qu'il y a, au-delà de ça, et ce qui peut contribuer aussi au malaise de la profession, une dévalorisation dans la société des enseignants. C'est-à-dire qu'il y a 60 ans, être enseignant, c'était avoir réussi sa vie. Aujourd'hui, en discutant avec des amis, avec de la famille, parfois on se dit ouais, mais t'es enseignant, c'est parce que t'as pas pu faire mieux. Donc qu'est-ce qui pourrait être mis en place? Parce que vous avez parlé des classes plus petites, avec moins d'élèves, ce que j'applaudis à deux mains sans discuter.
qu'est-ce qui peut être mis en place en fait pour redonner envie aux jeunes de devenir enseignants, de redonner envie de s'engager pour une vie entière pour former la jeunesse, et pour redonner aux jeunes justement cette vocation, cette passion qui va être nécessaire pour justement faire avancer la France et sa jeunesse vers un futur plein de réussite. Merci. Donc on a compris, Master MEF c'est par là, on va voir. Master MEF, formation des formateurs, j'ai compris. On va prendre, vous n'êtes pas en LEA? Si? Ah non. On va allez-y, vous. Prenez le pouvoir, oui. Parce que là c'est Master MEF, on a compris là. LEA. Donc, bonjour, je suis en 3e année en sciences de l'éducation. Et je voulais savoir, en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent en licence, de personnes qui rentrent de plus en plus dans le supérieur, sauf que les places sont très limitées en master. Donc, il y en a plein qui font une licence, qui perdent 3 ans pour rien, et savoir ce qu'il y aura à proposer par rapport à ça. Merci. Je prendrai une 3e question, s'il vous plaît. Bonsoir, je m'appelle Jobé Béatrice Liné. Je suis en lettres, en parcours discours et médias. Ma question, c'était surtout par rapport aux formations dont on ne connaît que très peu, comme les sciences du langage, une formation qui est très importante et qui est accessible à énormément de gens, en fait, et qui est très enrichissante et je trouve très bénéficiaire en fait, pour les élèves. Mais peu de personnes savent en fait qu'elle existe, et ce qui est très dommage. Aujourd'hui, on est très peu dans cette filière. Beaucoup de personnes partent à Lille et ailleurs parce qu'ils ne savent pas justement que cette filière existe sur Amiens et même partout ailleurs. Et je voulais savoir aussi comment est-ce que vous pouviez avoir des aides pour justement faire connaître ces filières et leur permettre d'avoir les moyens pour avoir des stages ou d'autres matières plus conséquentes et plus utiles comme la langue des signes que nous pratiquons et que nous adorons d'ailleurs pratiquer. Bien, de last but not the least, la dernière. Vous êtes Eloa, vous êtes maudit. Présentez-vous. Ah, c'est bon. Oui. Bonsoir, Monsieur le Président. Thomas Semel, en stagiaire de la formation professionnelle en langue étrangère. Ma question va être courte. À l'occasion de la semaine du handicap, j'aimerais savoir ce que vous comptez faire pour les personnes en situation de handicap, étudiants y compris. Et au handicap santé s'ajoute un handicap administratif dans les reconversions. Et donc, je voulais vous demander à quand un guichet unique? Merci beaucoup. Monsieur le Président. Alors, sur la première question qui a été posée, qui est très importante, sur la dévalorisation, au fond. D'abord, les applaudissements ont montré que ce n'était pas le cas dans l'amphi. Donc, vous êtes bon, on est bon. On est bon. Parce que vous avez raison, si on regarde la République, j'étais avec les maires il y a 2 jours, je parlais de ces temps de construction de la République française entre 1870 et la Première Guerre mondiale. Elle s'est bâtie avec les maires de France et l'instituteur. C'est vrai, c'est comme ça qu'on a réussi à ce que toute une génération accède au savoir et à la connaissance. Et l'instituteur, puis le professeur ont été des figures reconnues dans la vie de la République. Et il faut bien le dire, depuis une 40aine d'années, les choses ont changé. Je ne vais pas ici faire ni de l'histoire des idées, ni de l'histoire contemporaine, ou me risquer sur des interprétations. Je pense qu'il y a un effet post-68, pour être honnête. Non, c'est vrai, le rapport à l'autorité de l'enseignant a changé. Et je pense qu'il a changé. Il y avait une autorité institutionnelle, si je puis dire, qui était peut-être castratrice, forte, etc. Mais il y avait une autorité intellectuelle, moi je pense, à laquelle je tiens beaucoup. Je cite toujours cette anecdote de 68 qui, je crois, est vraie. Enfin, elle est vraie. Moi, il se trouve qu'il y a un philosophe auquel je dois beaucoup, qui est Paul Ricoeur, et il y a un ami qui m'est très cher et qui m'a d'ailleurs beaucoup soutenu, qui est Daniel Cohn-Bendit. En 68, ils n'étaient pas du même côté, et Danny Cohn-Bendit était un de ces
étudiants qui bousculaient. Paul Ricoeur était à l'université de Nanterre à l'époque. Et Cohn-Bendit lui dit « D'accord, mais d'où vient ton autorité ?» Et Ricoeur a eu une phrase, il a dit « J'ai lu plus de livres que vous ». Et cette phrase est très importante. Non mais je dis elle est très importante parce que dans notre société aujourd'hui, y compris la société des réseaux sociaux, d'une forme de fantasme d'horizontalité absolue, si la figure de l'enseignant ou du maître se dévalorise, c'est parce qu'on a fini par se convaincre nous-mêmes que toutes les paroles se valaient. C'est pas vrai. Il y a des gens qui ont lu plus de livres. Et d'ailleurs, moi quand je parle de batterie, j'ai du respect pour le professeur Tarascon parce que c'est plus intelligent quand il parle et manifestement il comprend beaucoup mieux que moi, il a lu plus de livres et plus d'équations. Mais c'est vrai dans chaque discipline. Et donc ce rapport à l'autorité, il est structurant dans le rapport du maître à l'élève et la figure de l'enseignant. Et donc je pense que dans notre société, il faut quand même reconstruire des hiérarchies qui sont totalement compatibles avec une société démocratique contemporaine, qui sont des hiérarchies liées au savoir et au fond à la légitimité. Il y a des légitimités académiques et de savoir. Et donc, c'est un premier plan, je le dis parce qu'on est dans des moments où tout donne le sentiment de se dissoudre et de s'horizontaliser, c'est une absurdité. C'est une absurdité. Et donc, premier point, on a besoin de dire, il y a des gens légitimes qui savent mieux que moi et qui m'apprennent. Et il faut les respecter. Ça, c'est le premier point très important. La deuxième, c'est que du coup, l'image de l'enseignant dans la société s'est dégradée. Et c'est allé avec cette remise en cause d'une forme de légitimité, avec les difficultés que la profession a vécues, avec aussi la rémunération qui a stagné, il faut être lucide. Voilà. Et donc c'est tout. Et donc c'est à la fois une place symbolique dans la société et un statut qui a été bousculé. Et honnêtement, pour moi, c'est un des grands combats du mandat qui est le mien et du temps que vit notre pays, que vivent nos sociétés. C'est pour ça que la première chose que j'ai faite, c'est le dédoublement. Que l'une des choses que j'en ai faites très vite, c'est Parcoursup. Même si ça a été très dur parfois à expliquer, je le sais, pour le SUP, et qu'on va continuer à investir, que là je fais l'investissement sur les 1000 premiers jours de la vie. C'est fondamental. Réfléchissez bien, quand vous êtes président de la République, qui sont les gens les plus importants pour vous dans une société? Ce sont ceux qui prennent en charge vos enfants, puis vos jeunes, puis les adultes, ceux qui leur enseignent. Parce que si ça part de travers, vous avez des citoyens qui soit n'accèdent pas à l'autonomie, qui ne deviennent pas rationnels et libres, soit qui sont malheureux, qui n'arrivent pas à trouver un travail. Et donc vous en corrigez en quelque sorte les conséquences. Et donc la responsabilité des enseignants est très importante. Et donc c'est tout ça qu'il faut revoir aussi mentalement. Donc on est en train de le faire. Évidemment, il y a des mesures, il y a une stratégie, il y a ce qu'on fera dans la loi de programmation, ce qu'on va continuer à faire avec le ministre de l'Éducation nationale qui est très engagé comme la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Mais il y a aussi philosophiquement à changer et à assumer de dire c'est une mission à part dans la société, compte tenu de ce que ça représente, et une légitimité à part qui est celle du savoir. Et ce n'est donc pas une autorité d'oppression, c'est une autorité d'émancipation, mais de la vraie. Alors ensuite, sur l'accès au master et les places de master. Bon, d'abord, quand on regarde les choses, la pression, on fait rentrer de plus en plus de monde en effet en licence, on essaie de faire mieux rentrer les gens, et au fond, je vais être très direct avec vous, pourquoi il y avait moins de place jusqu'alors? Parce que le pari collectif qu'on faisait, c'était le taux d'échec naturel de nos étudiants en licence. C'était comme ça que marchait le système. 60% des étudiants en licence, comme ils étaient mal orientés, comme ça n'allait pas, etc., ils n'allaient pas au bout. La vie est belle, pas besoin d'ouvrir de poste en master. Absurdité, on gâche un argent fou, on rend des gens malheureux, on gâche un argent fou à les former à des choses où ils ne vont pas au bout. C'est totalement idiot. Là, ce qu'on voit avec le début de Parcoursup, les gens, vous, les étudiants, rentrent à l'université et ils commencent à réussir. On a un taux de réussite la première année qui s'améliore, donc on va, je pense, avoir une réussite en sortie du L qui va s'améliorer. Donc on va ouvrir des postes en M. Mais est-ce qu'on va en ouvrir de la même manière? Non. Il faut là aussi être très clair entre nous. Quand on est un étudiant en L, on n'a pas vocation à devenir un étudiant en M forcément, de même que quand on est étudiant en M, on n'a pas vocation à devenir doctorant. C'est une pyramide. Quand on choisit la recherche, l'enseignement, on a vocation à continuer. Quand on choisit telle ou telle qualification au métier, on a vocation à continuer. Mais on est en train aussi de développer des licences professionnalisantes qui font qu'il y a des étudiants qui vont rentrer en licence et qui, à la fin du L3, vont accéder à un emploi ou à une école appliquée, mais n'iront pas forcément en M.
Donc ça s'ajuste au cas par cas, mais on ne fera pas de la gestion par la rareté. Et donc d'ailleurs, c'est ce qu'on a montré dès le L et le M cette année, en rouvrant des postes et des formations. Mais on va le faire intelligemment, c'est-à-dire en guidant, de la même manière qu'on va continuer de poursuivre les choses. Si en L3, vous n'avez pas manifestement les dispositions, ça se discute avec justement vos enseignants et autres pour aller en M1, on va essayer plutôt de vous orienter vers un autre choix qui correspond mieux à ce que vous faites. Voilà la philosophie de ce qu'on est en train de faire, les choix et les investissements. Je laisserai le secrétaire d'État vous dire sur les filières, parce qu'il y a un gros travail qui est fait par la ministre et le secrétaire d'État sur les étudiants ambassadeurs, mais vous avez raison de dire que certaines filières, certaines connaissances ne sont pas connues suffisamment, au sein de l'université comme d'ailleurs en dehors. Et donc, ça suppose qu'on responsabilise aussi, plutôt qu'on reconnaisse le rôle de certains étudiants dans cette capacité à faire savoir et être les ambassadeurs de leur propre discipline ou de leur propre filière. Je laisserai compléter dans un instant. Sur le handicap, merci d'avoir posé la question. Comme vous le savez, moi j'y suis extrêmement engagé. On est en train d'améliorer les choses sur l'enseignement scolaire. C'est une bataille qui n'est pas finie parce que je sais qu'on a encore des difficultés pour bien payer à l'heure les personnes qui sont accompagnatrices d'élèves. Mais on est en train quand même d'améliorer nettement les choses pour permettre aux jeunes d'accéder à l'école et au lycée quand ils sont en situation de handicap, quelle qu'en soit la nature, avec les autres. L'objectif, c'est évidemment d'arriver au même résultat au niveau de l'enseignement supérieur, et donc là aussi de financer la simplification administrative et les auxiliaires. La réalité, là vous avez raison, c'est en effet les complexités qu'on a, parce qu'on peut passer d'un statut à l'autre en fonction de l'âge, et qu'il n'y a pas de guichet unique tout au long de la vie. Ça, c'est un des chantiers que Sophie Cluzel a commencé à ouvrir, parce qu'il y a des effets de rupture, et vous avez parfaitement raison. Donc ça, on est en train d'y travailler, on n'est pas au bout. Mais là-dessus, il y a un gros engagement. Pour les plus jeunes, on le fait beaucoup aussi avec les départements, pour l'insertion dans le monde du travail aussi. Et puis vous disiez, à juste titre, qu'on est dans la semaine, justement, d'engagement pour tout particulièrement le travail des personnes en situation de handicap. Là-dessus, on a signé un pacte avec nos entreprises, petites, grandes et moyennes, vous l'avez peut-être vu dans la presse. Celles-ci se réengagent non seulement à augmenter leur financement dans les ESAT, mais aussi à permettre les passerelles et les emplois passerelles, c'est-à-dire la possibilité d'être non seulement en ESAT, mais de passer aussi un temps dans l'entreprise en étant mieux inséré. Donc ça se poursuit. Je ne sais pas si sur l'université, la ministre souhaite me compléter, ou le secrétaire d'État, peut-être sur ce que j'ai commencé à dire. Oui, alors très... En tout cas, les points de rupture, vous avez parfaitement raison. Alors très rapidement, simplement pour compléter par rapport à ce que vous disiez sur la nécessité de mettre en valeur davantage certaines filières, vous parlez des sciences du langage, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de formations qui sont méconnues, d'ailleurs qu'elles aient des débouchés importants en termes d'emploi ou pas, et l'important c'est de mieux les faire connaître auprès des jeunes, et ça rejoint ce que disait le président de la République tout à l'heure sur la question de l'orientation. Là, on est en train de transformer le lycée, et dans cette transformation du lycée, il y a le fait d'arriver à faire mieux en matière d'orientation, avec ces 2 semaines qui sont maintenant dédiées dans le temps scolaire, et on va développer une pratique d'étudiants ambassadeurs, d'étudiants qui pourront venir parler de ce qu'ils font, parler de leur filière dans les lycées pour informer les jeunes sur ces sujets-là. On sait que c'est ce qu'il y a de plus efficace quand même. Un jeune étudiant qui vient parler dans les lycées à des lycéens, ça marche mieux que des plaquettes ou autres. Et donc, en fait, vous allez pouvoir devenir ambassadrice de votre propre formation pour répondre et participer à répondre à ce que vous évoquez. Merci beaucoup. Je sais qu'ils sont en train de dire qu'on doit se presser parce qu'il y a la cathédrale. Non, mais la ministre et le secrétaire d'État peuvent rester s'il y a d'autres questions sur la réforme de l'université, l'orientation, la condition étudiante. Mais est-ce qu'il y a des questions plus politiques sur la vie du pays? Je peux en prendre 2 et répondre avant de devoir filer. Mais vous voyez, on a beaucoup parlé là de l'université, des réformes, de la condition étudiante. Mais s'il y a des questions que vous vous posez sur la vie du pays, de la nation, etc., je peux répondre. Allez-y, tous les 2 là. Allez-y. Bien, tout d'abord, pour rebondir sur votre citation de Jules Verne et en même temps citer Régis Debray qui avait fait des allures, qui avait parlé devant le Sénat, je voulais vous poser cette question. Vous avez préparé votre... On avait dit moins d'1 minute. Hein. Ouais. Pensez-vous que l'enseignement historique dans les écoles supérieures, notamment en politique, est suffisant pour nourrir et créer un homme politique de demain? Merci. Oula, une deuxième... Alors, vas-y. Faut pas embêter. Allez-y, mademoiselle.
Bonjour Monsieur le Président de la République, je suis ravie de pouvoir échanger avec vous. J'aurais une question notamment sur l'écologie. Quelles sont vos mesures phares de la fin de votre quinquennat qui arrive sur l'écologie? On sait tous que c'est une question qui est primordiale aujourd'hui, il en va de notre survie, et j'utilise bien ce terme de survie parce que d'ici 2050, on n'aura presque plus de planète. Donc voilà, je voudrais savoir quelles sont vos actions futures sur ce thème-là. Merci beaucoup. Allez-y, là, j'en alors, au milieu, allez. Non, ça c'est vraiment injuste. Puis tout à l'heure, il lève. Allez-y, mademoiselle. Allez-y, c'est lui, Ouais. c'est lui le président. Non. Allez-y, vous. Ouais, posez la C'est question. vraiment une question politique. Non, c'est pas. Alors, la ministre va vous répondre. Allez-y. Donc prenez une question politique. Parce que la première, elle était limite. Il s'est bien débrouillé. Moi, c'est pas vraiment une question, mais c'est pour affirmer à vous, Monsieur le Président. Donc, bonjour, je suis étudiante en 3e année de langue. Oui, je sais, depuis tout à l'heure, vous ne voulez pas, mais... en fait, je parle à vous, mais aussi à l'ensemble des étudiants qui m'entendent. Vous l'avez dit, on est un petit peu déprimés. Moi, je veux vraiment apporter un peu de positif et dire qu'on peut réussir si on vient d'une famille défavorisée, on peut réussir si on est d'origine étrangère, j'en suis la preuve. On peut aller à la fac, on peut réussir, on peut avoir des stages à l'étranger. Encore cette année, pour aller en Erasmus, bon... Voilà, et franchement, je tiens à le préciser. Après, on a peut-être beaucoup trop parlé des conditions qui sont difficiles, et ça, je le comprends. En plus de ça, moi, je fais le trajet, j'ai choisi de même pas vivre sur Amiens, faute personnelle et aussi financière. Donc, je fais le trajet de l'Oise jusque la Somme, donc de Compiègne. Et je veux en fait prouver que c'est possible, j'ai quand même validé, c'est pas pour autant que j'ai pas réussi, et en travaillant également le week-end sur Paris. Donc voilà, tout est possible. Merci pour cette question. Faut pas que ça soit les mêmes. Allez-y, la dernière, même politique. La dernière. Moi, c'est un peu comme elle. Non, pas un commentaire, monsieur, une question. Une question. S'il vous plaît. Monsieur. S'il vous plaît. C'est pour dire que je suis de parents étrangers et moi-même étranger. C'est pour dire que malgré la différence entre ce qu'on peut dire pur français et étrangers, mais qui ont accepté de devenir français avec leurs valeurs, je peux dire qu'on peut réussir, malgré que des fois les regards des gens peuvent nous rabaisser. Mais ce que j'aime bien chez vous, c'est que votre détermination prouve qu'on peut arriver à concrétiser ces projets. Merci. Monsieur le Président. Allez, donne la dernière qui a pas écouté. Alors, une dernière. C'est une question sur la vie de la nation. Allez-y. Oh oui, avec plaisir. Je peux pas répondre à tout le monde. Alors, bonjour Monsieur le Président, je m'appelle Emmanuel Dumont. Déjà, je veux dire que je suis pas du tout contre vous, même plutôt je vous sais. Non mais voilà, pour vous dire en fait, même je vous aime bien. C'est pas grave non plus d'être d'accord. Hein. Non, parce qu'en fait, je veux pas que vous vous sentiez coupable de. Non, pas du tout. Mais en fait, c'est juste, je veux pas du tout vous remettre en cause, mais comment on peut dire qu'on est dans une démocratie alors que vous êtes soumis au traité du fonctionnement sur l'Union européenne et notamment aux grandes orientations politiques et économiques qui fixent votre feuille de route pour votre quinquennat, qui est publiée tous les ans par la Commission européenne par des personnes qui ne sont pas élues. Très bien. Alors, première question. Je pourrais passer 3 heures à répondre à la question, mais elle est... Moi, je pense qu'on a besoin d'une formation historique solide pour mener une action publique, d'ailleurs en général, pas seulement politique, administrative, de décideurs, parce que c'est à la lumière aussi des erreurs du passé, de ce qu'est la vie d'une société, d'une nation, qu'on apprend des choses. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, d'ailleurs, en parlant de ce lieu, mais je pense que éclairer notre action contemporaine de notre connaissance de l'histoire est toujours quelque chose de bénéfique. Donc, oui, il faut en mettre au maximum. Moi, il se trouve que j'ai fait, au début de la philo, que j'ai fait ma maîtrise sur Machiavel. Vous voyez, Machiavel, c'est exactement ça. Le prince de Machiavel, c'est comment éclairer le dirigeant à la lumière de ce qui s'est passé dans la Rome antique.
un Médicis, on lui explique, voilà comment. C'est exactement ce que vous avez dit. Donc oui, il le faut très profondément, et je pense que ceux qui n'ont pas de pensée historique solide prennent un risque immense, qui est de faire bégayer l'histoire ou d'oublier ce qui a d'abord la profondeur historique de certaines de nos valeurs, de certaines de nos organisations, d'où nous venons, d'où viennent nos structures, nos institutions, comme l'université. Et on comprend souvent beaucoup mieux les difficultés d'un pays quand on en connaît l'histoire. On en comprend mieux aussi les totems comme les tabous, et on peut réussir à agir plus efficacement. Je crois surtout qu'on se respecte mieux quand on se connaît soi-même. Et on agit mieux quand on connaît les autres. L'histoire, c'est aussi ça, la sienne comme celle des autres. Beaucoup aujourd'hui des difficultés qu'on a, parfois même des difficultés en termes d'intégration de ces débats qui traversent notre société, sont liées à des méconnaissances historiques ou à une histoire qui n'a pas été parachevée. Chez les décideurs, il y a l'histoire de la colonisation comme de la décolonisation, pour ne citer qu'elle. Donc oui, je suis un convaincu de cela et de cette importance. En tout cas, moi, elle irrigue mon engagement. L'écologie, d'abord. Ne me dites pas, vous, qu'on est foutu en 2050. Non, parce que si on est foutu en 2050, franchement, non. On peut être lucide, mais ça, jamais je nourrirai de ce tel débat. On peut être lucide sur les conséquences, dire on n'est pas dans la trajectoire, mais pas dire on est foutu, parce que ce n'est pas un levier d'action. Et pour moi, c'est un point très important, à la fois pour les décideurs politiques comme pour les jeunes que vous êtes. C'est quel moment sur la cause écologique nous sommes en train de vivre. Et ça, c'est très important pour votre conscience de citoyen comme pour nous décideurs. Le temps de l'indignation, c'était du temps du président Chirac. Il a d'ailleurs eu formidable responsabilité en la matière. Il a dit la planète brûle, on regarde ailleurs, etc. Il y a eu il y a eu des années où il a fallu convaincre en disant c'est le problème. Ensuite, le début de l'action est arrivé. C'est les 5-8 dernières années où on a commencé à prendre des textes, commencé à changer les choses, souvent pour dans 15 ans ou 20 ans. On a donné des objectifs avec des lois, mais qui ne changeaient pas la vie au quotidien. Le moment où on est aujourd'hui, c'est plus celui qui consiste à dire on est foutu, c'est celui de l'action et de la gestion de toutes les tensions dans la société. Je le dis parce que j'ai reçu, moi, les jeunes qui ont manifesté dès novembre dernier. Je n'ai pas attendu que ce soit un phénomène européen. Greta était moins connue qu'elle ne l'est aujourd'hui. Elle était dans mon bureau avec des jeunes Français, des Belges, des Allemands, des Suédois, etc. pour parler de ça. Cette mobilisation de la jeunesse pour le climat, on en a besoin. Mais on en a besoin pour la convertir en action. Parce que si c'est juste une indignation, une colère, ou en quelque sorte un catastrophisme, ça ne se convertit pas. Et si j'ai d'un côté cette colère ou ce catastrophisme, et de l'autre côté on a des gens qui disent « Moi vous êtes sympa, je suis agriculteur, je vis déjà très mal, je ne me paye pas », ce qui est une réalité qui existe aussi. Je n'arrive pas à changer mes pratiques. Et vous êtes en train de me pousser, mais à 200 km d'ici, les types ne font pas pareil, il y a une concurrence déloyale, ce qui est vrai aussi. On n'y arrive pas, les gens deviennent fous, parce que ça crée de la violence, ce que vous voyez parfois dans nos campagnes, et donc ça crée des tas de tensions partout. Donc, l'écologie, c'est clé. Je le dis devant l'une de vos parlementaires qui est une engagée depuis très longtemps sur le sujet et qui a beaucoup porté, et qui porte beaucoup et avec beaucoup d'exigence cette cause, et pour qui j'ai beaucoup d'estime et d'amitié. Mais c'est vrai que moi, je n'ai pas été toujours très bon sur ce sujet. J'ai fait ma propre conversion, si je puis dire. Non, mais parce que je me suis aussi rendu compte de la nature que ça prenait, à la fois sur le plan civique, citoyen, et sur le plan réel. J'ai vu les scientifiques, qu'il s'agisse d'ailleurs du climat comme de la biodiversité, qui sont pour moi les deux combats jumeaux essentiels. Maintenant, nous, notre défi à tous, le mien de là où je suis, mais le vôtre pour votre génération, c'est comment on agit le plus vite possible. Et agir le plus vite possible, c'est se donner des caps clairs, mais c'est réussir à mettre tout le monde dans un même espace de compréhension et de mutation de nos comportements. Et donc qu'il s'agisse des gestes quotidiens sur le gaspillage, des façons de produire à l'usine, en agriculture, des manières de consommer, des manières de décider, c'est tout ça qu'il faut qu'on fasse pivoter au bon rythme. Et donc il faut le faire le plus vite possible, et il faut réussir à le faire au niveau français et au niveau européen le plus vite possible. Pas pour se protéger derrière l'Europe, j'ai souvent dit, le glyphosate, tous les débats qu'on a eus, on n'aurait pas été là, on était reparti pour 15 ans. On l'a mis à 5. Moi, je vois déjà la difficulté que j'ai d'essayer de pousser les gens à faire 3 au lieu de 5. Parce que beaucoup me disent, si vous laissez 2 ans de plus aux Espagnols, aux Italiens, aux Belges ou autres, vous allez nous tuer. Parce que ces 2 ans changent tout pour un agriculteur. Donc là, ce qu'on doit maintenant travailler, c'est la resynchronisation de nos compréhensions et de nos agendas.
C'est-à-dire qu'il faut que ceux qui ont une indignation arrivent à faire passer leurs paroles, mais à convaincre ceux qui ont des pratiques qui ne marchent plus du tout, et que nous, on aide les gens à changer, les aider à changer. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire dans l'agriculture, filière par filière. Il y en a pour qui c'est très dur, d'autres pour qui c'est plus facile. Les aider à changer, c'est les sortir des pesticides, c'est les sortir d'une mobilité qui n'est pas durable, c'est aider à changer les entreprises pour qu'elles polluent moins dans la production et la mobilité, c'est aider les citoyens à changer pour aller plus vers le transport collectif, le transport doux en ville, ou aller vers des véhicules qui polluent moins. Il faut le faire au bon rythme, il faut le faire en accompagnant et donc en ayant aussi une politique sociale. C'est l'erreur que j'ai faite il y a un peu plus d'un an, en disant on y va à fond pour changer, on fait notre taxe carbone, on essaie de pousser les choses, les gens à investir différemment. Je n'avais pas assez vu, ma faute, que ça mettait des gens en situation de grande difficulté financière parce qu'ils n'avaient pas le choix. Donc là, on est en train, sur la rénovation thermique des bâtiments, sur les transports, sur la fermeture de nos centrales hydrocarbures, partout, sur la mutation de notre modèle productif et autres, de faire les changements, de les accélérer, de les resynchroniser. Alors, quelles sont les prochaines étapes? Il y a une étape de mise en œuvre, essentielle, parce que c'est de l'action maintenant, et c'est en vrai sur le terrain. On va devoir fermer des usines, on est en train de le faire. Reconvertir les territoires, faire des contrats de transition pour permettre aux gens de retrouver des emplois dans des métiers qui sont plus durables. 2, rénovation thermique et transport. Faire mieux que ce qu'on a fait, c'est-à-dire trouver des solutions beaucoup plus simples pour les gens, pour déployer beaucoup plus vite, et montrer que d'ailleurs, et c'est là où vous verrez qu'il y aura un déclic, et ce qui est votre cause, bien souvent votre indignation, va conquérir tout le pays, c'est qu'on va voir que ça crée beaucoup d'emplois. On l'a vu tout à l'heure avec les batteries, ou si on est au rendez-vous, on peut créer beaucoup d'emplois, mais on va voir que la rénovation thermique des bâtiments, on va créer beaucoup plus d'emplois que sur la construction nouvelle. Si on arrive à débloquer les complexités, simplifier les guichets, et réussir à ce qu'il y ait un maximum de gens, et ce qu'on forme bien. Et donc là, maintenant, c'est vraiment de la mise en œuvre, de la réalisation. Et puis, toute dernière chose, parce que c'est un sujet aussi très compliqué qui se passe au plus près du terrain, et que l'action en matière écologique est une action citoyenne où il faut redonner du pouvoir aux gens, aux entreprises. On leur donne un cadre, on leur dit qu'il faut aller au moins à ce niveau de changement, il faut au moins aller vers ces nouvelles pratiques, mais il faut leur permettre d'innover s'ils peuvent. Les gens ont plein d'innovations en main. Et d'ailleurs, moi je le sais, votre génération en a, beaucoup plus que la mienne sur ce sujet. C'est aussi pour ça qu'on a fait cette convention citoyenne, en tirant au sort 150 citoyens. Ils sont en train de travailler d'arrache-pied, ils ont pris sur leur temps. 6 week-ends d'affilée, c'est extraordinaire, on en parle trop peu, je le dis aussi aux médias qui sont là, on parle trop peu de c'est unique ce qui est en train de se passer. Et je le dis, moi j'ai pris la décision, en étant convaincu par plusieurs ONG et associations, et en ayant regardé ce que d'autres pays avaient essayé de faire sur des sujets très différents. Ils font un travail extraordinaire, ils sont en train d'inventer des choses. J'irai les voir en début d'année prochaine et ils nous proposeront des solutions qui vont nourrir les nouvelles actions en la matière. On est dans le temps du concret, de l'action, de la décision. Et tout dernier point, si on veut vraiment que ça bouge après très vite, il faut qu'on remobilise au niveau européen. Et ça, c'est le combat que je vais m'engager à faire. Ça va passer par quoi? Monter le prix du carbone, mettre une taxe carbone aux frontières et commencer enfin le vrai combat biodiversité en Europe et avec l'Europe et la Chine. La France à l'UICN à Marseille en juin. On a ensuite la première COP importante biodiversité en Chine en octobre. Là aussi, c'est très important. Mais il y a un agenda européen et international sur climat et biodiversité. Mais en Europe, maintenant, il faut que tout le monde prenne ses responsabilités, qu'on monte le prix du CO2. Il faudra faire des transitions, il faudra aider les entreprises, faire d'autres choix d'investissement. Si on ne le fait pas, on n'arrivera pas à réduire durablement. Donc voilà sur ce point, mais je ne suis pas défaitiste, je suis volontariste et je prendrai toutes les accélérations qu'on arrivera à faire collectivement. Merci de vos 2 témoignages qui ont été... C'est un geste. Je vais vraiment devoir filer, je suis désolé, je ne peux pas prendre toutes les questions, veuillez m'en excuser. Non, mais je finis de répondre parce qu'il y a eu une question qui était hyper importante. Mais je voulais remercier pour les 2 témoignages qui ont été donnés. Je ne fais pas d'angélisme et je vous remercie d'autant plus que derrière vos 2 témoignages, je pense qu'il y a beaucoup de combats et beaucoup d'injustices que vous avez avalées. Et que ce que vous avez dit, ce n'est pas mon travail ou celui du gouvernement, c'est d'abord le vôtre. C'est d'abord le vôtre. Parce qu'il y a des stigmatisations qui existent encore, parce qu'il y a beaucoup de combats que vous avez dû mener pour en arriver là. Et donc, je voulais vous remercier en tout cas, parce que vous montrez que c'est possible,
et vous montrer que ce visage de la République, c'est-à-dire celui de l'émancipation, de la mobilité sociale, par le savoir, l'engagement, il est essentiel. Et ça me permet de finir sur la démocratie. Parce que vous avez posé la question sur le plan de la démocratie et pas simplement de l'Europe. Il est où monsieur ? Voilà. Alors, on a des règles européennes. C'est tout à fait vrai sur le plan financier, budgétaire, sur plein d'autres choses. Mais pourquoi c'est démocratique ? Parce que nous l'avons choisi souverainement. Qu'est-ce que c'est que la démocratie ? La démocratie, c'est littéralement le pouvoir dans le peuple. Et donc la démocratie, elle se traduit par la souveraineté populaire. C'est le peuple qui décide. Et il décide comment ? En s'exprimant par des référendums ou en s'exprimant lors d'élections. Le traité auquel vous faites référence, il a été soumis par le président Mitterrand à un référendum. Le peuple français s'est exprimé et il l'a choisi. Et il a dit, ces règles, je les veux parce que je veux pouvoir construire l'euro, parce que je crois dans la souveraineté européenne, je veux une Europe financière et économique plus intégrée, j'accepte ces règles. Il n'y aurait pas eu de référendum ou de vote du Parlement. Je vous dirais, ce n'est pas démocratique, vous avez raison. Mais ce n'est pas le cas. Il y a eu un vote du peuple souverain qui s'est donné ces règles à lui-même. Et donc, ce n'est pas des règles qui me sont opposées par un pouvoir qui n'a rien de démocratique, ce sont des règles que nous avons choisies pour nous. C'est ça la démocratie. Après, ces règles, elles s'adaptent d'ailleurs. Est-ce qu'elles dictent mon quotidien ? Je vous rassure, non. On est en train, nous, pour notre propre pays, de tout faire pour réduire le déficit en ayant les bons investissements pour l'avenir. Et d'ailleurs, en 2 ans, on l'a beaucoup réduit, tout en réduisant l'emploi et en faisant des choix clairs pour investir dans l'école et la santé. Donc il n'y a pas de fatalité. Mais soyons clairs, je ne le fais pas parce qu'il y a l'Europe. Et je vous rassure, si ces règles étaient aussi intangibles que vous le disiez, on n'y aurait pas dérogé pendant des années et des années. On a quasiment passé 10 ans en ne respectant pas ces règles européennes. Nous, ce n'est pas notre problème, les règles européennes. On ne les a pas respectées pendant bien longtemps. Si on doit baisser le déficit public, c'est parce que la dette, c'est votre problème. C'est le problème de votre génération. C'est que plus la dette s'accroît, plus les intérêts qu'on paye sur la dette, ils réduiront les choix de demain. Et donc les bonnes politiques qu'on peut faire. Quand je paye chaque année autant d'intérêts de dette, quasiment, parfois plus selon les taux d'intérêt, que je n'investis dans l'éducation nationale, je me dis on est chez les fous. Et je paye quoi ? Les choix du passé. Les choix des dirigeants du passé qui ont préféré leur présent à notre avenir. C'est-à-dire à mon présent d'aujourd'hui. C'est ça ce qui motive mes choix. Ce n'est pas l'Europe, c'est mes choix souverains pour mon pays, pour notre pays. Et c'est ça qui est important. Et ça me permet, et je conclurai mon propos là-dessus, de vous dire simplement 2 choses, 2 idées, 2 engagements qui me tiennent à cœur et qui tournent autour de votre question. La première, c'est que moi je pense que l'Europe, ça n'est pas une réduction de notre souveraineté et de nos choix. Il faut la modifier, il faut se battre. Vous savez, moi je me bats tout le temps en Europe. Si vous lisez la presse, ils disent il est tout seul pour s'opposer à ça, tout seul pour vouloir ça. Ce n'est pas si vrai parce qu'on arrive à faire bouger les choses. Et on en a beaucoup bougé en 2 ans. Mais je crois que dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, avec une Chine, des États-Unis d'Amérique, un multilatéralisme qui est de plus en plus bousculé, une Europe forte, c'est notre intérêt. Et donc, nous, il y a des choses qu'on peut faire seuls, des choix qui sont pleinement souverains que je ne veux pas déléguer, mais si je veux une intelligence artificielle forte, si je veux un espace numérique où je peux vous protéger face à des acteurs du numérique internationaux, si je veux une défense, on a aujourd'hui la plus grande défense européenne, mais une défense encore plus forte face à cette géopolitique. Si je veux des vrais choix écologiques, j'ai besoin de changer les choses au niveau européen, pas qu'au niveau français. La bonne échelle est européenne. Et cette souveraineté rajoute à la nôtre. Et donc l'Europe, il faut la bouger, il faut la rythmer, il faut la rendre plus politique, plus démocratique, plus unie, plus souveraine, mais elle n'est pas une réduction de notre capacité à être en démocratie ou souverain, au contraire. Et mon tout dernier point, il est sur ça. Ce n'est pas démocratique ou on n'est pas en démocratie. Je vous remercie parce qu'on a eu une discussion sur plein de sujets. J'aurais voulu qu'elle soit encore plus longue, mais elle a été respectueuse. Vous avez d'ailleurs dit vous-même, dès le début de votre propos, je ne partage pas forcément vos idées, mais merci de ce visage que vous avez donné de notre université et de notre jeunesse. Et merci d'avoir rappelé ce qu'est l'université, ce faisant, et ce qu'est la démocratie. Nous sommes en démocratie. Il y a des tas de gens qui parfois, dans les propos qu'on entend aujourd'hui, ils sont dans le champ politique, ils peuvent parfois être au Parlement, ils sont dans la rue, parfois ils actent les grandes violences, qui disent on n'est pas dans une démocratie. Pardon. Si on dit ça, on devient fou. On est dans une démocratie. Et la démocratie permet le dialogue libre d'ailleurs. Elle permet de choisir ses dirigeants.
elle permet que les lois soient votées par des représentants démocratiquement élus, et elle permet des échanges comme celui-ci. Simplement, la démocratie, parce qu'elle repose sur la souveraineté du peuple et la liberté du peuple, elle suppose une responsabilité. Et moi, devant vous, et pour finir, je voulais insister là-dessus. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Quand on est détenteur d'une liberté, quel que soit l'âge du citoyen, on a une responsabilité. Et en démocratie, c'est de condamner la haine et de condamner toute forme d'action qui réduit la liberté de l'autre. C'est pour ça qu'il n'y a pas de liberté sans ordre public dans la rue. Il y a une liberté de manifester, il y a une liberté d'exprimer son opinion, mais il n'y a pas de liberté de casser. Il y a un ordre public pour préserver la liberté des autres. Et il y a une liberté d'expression dans un amphithéâtre et l'université qui est lieu des savoirs et des confrontations, parce qu'il y a un respect. Et parce qu'il y a la liberté dans l'université, il n'y a pas droit à la haine. Et parce qu'il y a un ordre public qui préserve la liberté, il n'y a pas droit à un ordre moral. Et je le dis parce que nos universités, ces derniers temps, ont trop souvent été le théâtre, soit de violences qui n'y ont pas cours, soit d'interdiction de débattre, d'intellectuels, quelles qu'en soient les sensibilités, qui sont une honte collectivement pour nous. Parce que les gens qui font ça, quel que soit leur engagement associatif militant, les gens qui font ça sont en train simplement de sacrifier notre liberté, la leur. Parce que c'est ce que nous avons de plus cher. Simplement, cette liberté collectivement nous oblige. Elle nous oblige au respect, elle nous oblige à condamner la haine, elle nous oblige à cette responsabilité. Je vous remercie de l'avoir parfaitement illustré dans le débat de ce jour et d'avoir donné ce visage de l'université. Merci à vous.